En fait, c'est un matin de mai 2006. Je me lève avec un mal de tête. Il y a des moments à la télévision où le temps semble s'arrêter. Des instants suspendus où le masque médiatique tombe, laissant place à une vérité si intime qu'elle en devient presque vertigineuse. Ce jour-là, les caméras tournent, les lumières des projecteurs inondent le plateau et le public attend, silencieux, fasciné. Au centre de l'attention, un homme que toute la France connaît, que toute la France admire. Théo Curin. Vous connaissez son sourire éclatant. Vous connaissez son palmarès sportif impressionnant. Vous l'avez vu traverser des lacs glacés, repousser les limites de la résistance humaine et animer vos soirées sur France 3 avec une aisance déconcertante. Aux yeux de tous, il incarne la figure moderne de l'invincibilité. Le symbole vivant d'une résilience absolue, l'homme qui a refusé de s'incliner face à un destin implacable. Mais ce que vous ignorez, ce que personne ne pouvait deviner derrière cette assurance parfaite, c'est le poids d'un silence qu'il a porté pendant des années. Sur ce plateau, au milieu d'une phrase, Théo Curin marque une pause, une hésitation rare. Son regard se baisse l'espace d'une fraction de seconde, et avec une douceur qui contraste violemment avec son image de gladiateur des temps modernes, il prononce une question. Une question si simple, et pourtant si lourde de sens, qu'elle a fait frissonner tous ceux qui l'ont entendue. Est-ce qu'une personne pourrait vraiment m'aimer, tel que je suis ? Imaginez un instant. Imaginez le poids de cette interrogation dans l'esprit d'un homme qui a triomphé de tout, sauf, peut-être, de ses propres doutes. Dans notre société moderne, souvent obnubilée par la perfection des apparences, nous avons une fâcheuse tendance à déifier ceux qui traversent de grandes épreuves. Un jeune homme avec les mêmes désirs, les mêmes peurs et les mêmes vulnérabilités que n'importe quel autre individu. Être admiré, c'est une chose. L'admiration crée une distance. Elle place l'autre sur une scène sous une lumière éblouissante. Mais être aimé, c'est tout le contraire. L'amour exige de la proximité, il exige de regarder au-delà de la légende pour accepter les failles, les incertitudes et, dans le cas de Théo, une réalité physique différente. Pendant des années, l'angoisse silencieuse de Théo n'était pas de savoir s'il réussirait à nager plus vite ou à remporter une nouvelle médaille. Son angoisse la plus profonde, cachée sous son humour ravageur et son sourire charismatique, était la peur du rejet sentimental. La peur terrible que le regard d'une femme ne s'arrête que sur ce qui manque, au lieu de voir la totalité de ce qu'il est. Mais comment un jeune homme, apparemment au sommet de sa gloire, a-t-il pu nourrir un tel complexe d'imposture sentimentale ? Comment l'icône de la confiance en soi peut-elle, dans l'intimité, douter de sa propre valeur sur le marché de l'amour ? Pour comprendre l'immensité de cette faille intime, pour saisir pourquoi cette simple question a mis tant d'années douées à sortir de l'ombre, il faut accepter de remonter le temps. Fermez les yeux un instant. Imaginez un matin de printemps, en mai 2006. Théo n'a que 6 ans. C'est un petit garçon débordant de cette énergie pure et insouciante qui caractérise l'enfance. Il court, il rit, il explore le monde avec l'avidité de ceux qui ont toute la vie devant eux. Puis, tout bascule avec la fulgurance d'un éclair. Une fièvre soudaine, une fatigue inhabituelle. En quelques heures, ce qui ressemblait à un banal malaise se transforme en une urgence médicale absolue. Une méningite foudroyante. Ce mal invisible, d'une agressivité rare, s'attaque au système nerveux avec une rapidité déconcertante, déclenchant une infection généralisée. L'hôpital devient le théâtre d'une course contre la montre. Mais le corps médical, face à la progression implacable du mal, se retrouve acculé. Pour sauver le noyau vital, pour que le cœur du petit Théo continue de battre, les médecins doivent prendre une décision d'une gravité inouïe. Une décision qui glace le sang de n'importe quel parent. Ils doivent procéder à l'amputation de ses 4 membres. Mettez-vous une seconde à la place de cette mère, de ce père. Entendre ces mots résonner dans le silence d'un couloir d'hôpital. Accepter l'idée de sauver la vie de son enfant au prix de son intégrité physique. C'est un choix qui défie l'entendement, un sacrifice colossal imposé par le destin. Le petit garçon qui courait dans le jardin quelques heures d'auparavant va se réveiller dans un corps transformé, privé des instruments essentiels à son autonomie. Le réveil de Théo est entouré de ce silence pesant, presque étouffant,
qui accompagnent les grandes tragédies. À 6 ans, on ne mesure pas l'ampleur d'une perte définitive. On ne comprend pas le concept d'irréversibilité. L'angoisse ne vient pas des larmes d'adulte, mais d'une sensation de vide, de membres fantômes et de l'incapacité soudaine à accomplir les gestes les plus banals. Tenir une cuillère, caresser le visage de sa mère, se lever, tout cela appartient désormais au passé. Le deuil d'une vie normale commence. Pourtant, c'est précisément au fond de cet abîme que se trouve la jeunesse de l'homme exceptionnel que Théo est devenu. Une anecdote, d'apparence dérisoire, mais d'une profondeur psychologique inouïe, illustre ce basculement intérieur. Le jour de son retour à la maison, après des mois d'hospitalisation, la mère de Théo décide de préparer son plat préféré, des spaghettis à la bolognaise. Un repas qui, pour un enfant privé de ses mains, s'annonce comme une épreuve humiliante. Confronté à l'impossibilité de se nourrir seul, la sauce tomate s'éparpillant partout, Théo aurait pu sombrer dans des larmes de frustration. Ses parents auraient pu céder au désespoir. Mais au lieu de cela, une chose extraordinaire se produit. Ils se regardent au milieu de ce chaos culinaire, et ils éclatent de rire. Un rire franc, libérateur, presque rebelle. Ce n'était pas un rire de déni. C'était un mécanisme de survie d'une puissance absolue. À cet instant précis, la famille Curin a refusé d'endosser le costume de victime que la société leur tendait. Ils ont choisi de désamorcer le drame par l'humour, posant ainsi la première pierre de la résilience de Théo. Une leçon magistrale d'autodétermination. On ne choisit pas les épreuves qui nous frappent, mais on choisit la manière dont on y réagit. L'ironie du destin est souvent le plus grand des conteurs, et dans l'histoire de Théo, elle prend une dimension presque poétique. Si je vous disais que l'élément qui a sauvé cet enfant, l'endroit précis où il a pu renaître de ses cendres, était au départ sa plus grande phobie, me croiriez-vous ? Avant que la maladie ne frappe, le petit Théo avait une peur bleue de l'eau. Il détestait l'idée même de nager. Mais la vie, avec son ironie et sa sagesse mystérieuse, l'a doucement poussé vers les bassins. Pourquoi ce revirement ? Parce que sur la terre ferme, le monde est régi par l'implacable loi de la gravité. Chaque pas effectué avec des prothèses médicales est un effort d'une intensité colossale, une lutte de tous les instants contre son propre poids, un rappel lourd et constant de ce qui a été perdu. Mais l'eau possède cette magie incomparable. Elle ne juge pas, elle ne dévisage pas. Elle se moque éperdument de savoir si vous avez des bras, des jambes ou si vous correspondez aux normes esthétiques imposées par la société. Lorsque Théo retire ses prothèses pour se glisser dans la douceur du grand bain, une métamorphose fascinante s'opère. L'apesanteur l'enveloppe, tel un manteau protecteur. Soudain, le fauteuil roulant disparaît. Le regard insistant, parfois compatissant des passants, s'efface totalement. Dans cette immensité aquatique, il retrouve un équilibre et une fluidité de mouvement qu'il croyait à jamais disparu. Comme il l'a si merveilleusement décrit lui-même, dans l'eau, je me sens comme tout le monde. La différence s'évapore. C'est une égalité absolue, un sanctuaire de paix que seule la nature peut offrir à une âme en quête de réparation. Imaginez la force titanesque qu'il faut déployer uniquement avec la puissance du buste, les épaules et l'énergie du bassin pour avancer contre la résistance de l'eau. Pensez aux douleurs musculaires profondes, à la fatigue extrême qui s'empare du corps, aux irritations persistantes sur la peau dues au frottement continu. Des milliers d'heures d'une solitude vertigineuse dans les couloirs de nage, à fixer la ligne noire au fond de la piscine, à se battre contre l'épuisement, à repousser chaque jour les barrières de l'endurance. Ce n'était pas seulement du sport de haut niveau, c'était une thérapie par l'effort absolu, une façon de hurler au monde sa volonté d'exister et de ne jamais se soumettre. Et dans cette quête acharnée, une rencontre va tout faire basculer, agissant comme un véritable phare dans la nuit de ses incertitudes. On lui parle d'un homme au parcours fascinant, Philippe Croizon. Ce nom résonne sûrement en vous. Le premier athlète amputé des 4 membres à avoir bravé les courants marins pour traverser la Manche à la nage. Pour le jeune Théo, découvrir qu'un homme partageant la même condition physique accomplissait des exploits d'une telle envergure fut un véritable électrochoc. Porté par cet héritage spirituel, l'adolescent se transforme en un compétiteur redoutable. À force de sacrifices, Théo s'impose et franchit les portes de l'équipe de France. En 2016, à seulement 16 ans,
il s'envole pour les Jeux paralympiques de Rio. Le petit garçon qui ne pouvait plus tenir une cuillère affronte désormais l'élite sportive mondiale. Viennent ensuite les médailles mondiales, le respect unanime de ses pairs et l'admiration de la nation tout entière. Atteindre les sommets de l'olympisme aurait pu suffire à apaiser la soif de victoire de n'importe quel homme. Mais Théo Curin n'est pas taillé dans l'étoffe de la complaisance. Pour lui, la piscine, avec ses lignes d'eau bien tracées et sa température minutieusement contrôlée, finit par ressembler à une zone de confort inacceptable. Il ressent un besoin viscéral, presque vital, de prouver que la volonté humaine peut fracasser toutes les barrières que la nature ou la société tentent de lui imposer. Il ne veut plus seulement nager, il veut conquérir l'inhospitalier. C'est ainsi qu'en 2021, il se lance dans un défi que beaucoup de spécialistes jugeaient relevé de la pure déraison, la traversée à la nage du redoutable lac Titicaca. Imaginez le tableau un seul instant. Nous sommes à plus de 3800 mètres d'altitude, au cœur de la cordillère des Andes. L'air y est si rare que chaque inspiration brûle les poumons. L'eau, d'une froideur glaciale avoisinant les 10 degrés, agit comme une lame invisible sur la peau. Pendant plus de 120 km, en totale autonomie, tirant un radeau de survie avec ses compagnons, Théo affronte les éléments déchaînés. Il ne s'agit plus de sport, mais d'une expédition de l'extrême où la résistance mentale est poussée à son paroxysme. Par cet exploit monumental, il crie au monde entier qu'il n'est pas un homme diminué que l'on doit ménager, mais un aventurier hors norme, un explorateur souverain de l'impossible. Cette audace spectaculaire fascine la France entière et très vite, les portes qui lui étaient fermées volent en éclats. Théo ne se contente plus de dompter les éléments de la nature. Il s'attaque aux dogmes rigides de la télévision française. Devenir animateur vedette d'une émission culte comme Slam sur France 3 n'est pas qu'une simple promotion professionnelle. C'est une révolution culturelle retentissante. Imposer son visage, son corps différent, son aisance absolue à 1 heure de grande écoute devant des millions de téléspectateurs pulvérise des décennies de stéréotypes sur la représentation physique à l'écran. Il prouve, avec un naturel désarmant, que le charisme, l'intelligence et l'humour n'ont absolument rien à voir avec les canons de la perfection corporelle. Mais la clé de voûte de son parcours, le sommet absolu de sa réflexion intellectuelle, se trouve dans le titre de son autobiographie, publiée en 2022. Il choisit un nom qui provoque un choc frontal dans l'esprit du public, La chance de ma vie. Comment un homme amputé des 4 membres peut-il qualifier cette tragédie infantile de chance ? C'est ici que réside toute la grandeur d'âme de Théo Curin. Il a compris, avec une lucidité bouleversante, que ce drame l'a arraché à une existence potentiellement banale pour le forcer à embrasser un destin grandiose. Cette épreuve a forgé un caractère indestructible, lui offrant une intensité de vie, des rencontres et une profondeur que la majorité des gens ne connaîtront jamais. L'entrée de sa statue au célèbre musée Grévin, façonnée avec une précision saisissante, reproduisant fièrement ses cicatrices, ses tatouages et ses prothèses, marque la reconnaissance ultime de la nation. Théo est devenu une icône gravée dans la cire, un monument incontournable de la culture populaire. Il rayonne, il triomphe, il inspire. Tout semble parfait, éclatant, irréprochable sous les vivas de la foule. Le paradoxe de la notoriété est une mécanique implacable. Plus la foule vous acclame pour votre force extraordinaire, plus il devient difficile d'avouer vos fragilités. Théo Curin, le titan des bassins, l'aventurier des Andes, l'idole incontestée des plateaux de télévision, menait en réalité un combat infiniment plus complexe, loin des projecteurs. Un combat silencieux, intime, qui se jouait non pas contre les éléments déchaînés, mais dans le huis clos de sa propre conscience. La solitude de la nuit a cette capacité de dissiper l'euphorie des victoires publiques pour laisser place à la vulnérabilité la plus nue. C'est le moment précis où les applaudissements s'éteignent, où le silence revient et où l'on se retrouve seul face à son propre reflet. Pendant des années, Théo a été rongé par le syndrome de l'imposteur sentimental. Comment apprendre à aimer son propre corps quand le monde entier vous regarde d'abord comme un miraculé, comme une leçon de vie sur pattes ? Notre société a un penchant pour l'héroïsation des personnes différentes. En les transformant en icônes,
nous les privons inconsciemment de leur humanité ordinaire, de leur désir de séduction et de leur peur légitime. On applaudit l'athlète héroïque, mais on oublie l'homme qui veut simplement plaire, être désiré et aimé pour ce qu'il est dans sa plus stricte intimité et non pour ce qu'il représente sur les couvertures des magazines. Son angoisse la plus profonde n'était pas de déplaire physiquement, mais d'être aimé pour de mauvaises raisons. Il redoutait qu'une femme ne s'approche de lui par fascination pour sa célébrité, ou pire encore, par une forme de condescendance ou de pitié déguisée en tendresse. Ce qu'il désirait ardemment, ce n'était ni une admiratrice éblouie, ni une accompagnatrice dévouée. Il voulait simplement être regardé comme un homme ordinaire, un homme entier, imparfait, avec ses colères, son humour noir, ses forces et ses profondes zones d'ombre. Et c'est précisément là, quand on accepte de baisser la garde, que la vie orchestre ses plus belles surprises. L'apparition de Marie-Camille Fabas dans l'existence de Théo n'a rien d'un scénario hollywoodien écrit d'avance. Évoluant à Toulouse, loin du show business, cette jeune femme se destinait alors à une carrière rigoureuse dans le domaine médical. Marie-Camille ne connaissait pas grand-chose aux arcanes du sport paralympique, et c'est ce détachement salutaire qui a tout changé. Dès leurs premiers échanges, elle a instauré ce que Théo appellera plus tard le miracle de la normalité. Elle a refusé de le placer sur le piédestal du survivant héroïque. Elle s'est moquée de lui, l'a contredit, a partagé ses doutes du quotidien, le traitant d'égal à égal. Elle n'a pas vu la différence physique en premier, elle a vu l'homme derrière la carapace. Entendre cette phrase si simple « Je me sens bien avec toi », prononcée sans pathos, a été pour Théo un soulagement infini. Pour protéger ce lien si fragile, ils ont pris la décision de s'aimer dans l'ombre d'un secret bien gardé, loin du tumulte du monde. Il arrive toujours un moment décisif où la vérité intérieure devient si éclatante qu'elle refuse de rester cachée. Pour Théo et Marie-Camille, ce moment de bascule a pris la forme d'une apparition publique d'une simplicité désarmante. En juin 2023, c'est dans les tribunes de Roland-Garros qu'ils ont choisi de se dévoiler aux yeux de tous. Les objectifs des photographes ont capturé des instants suspendus, des sourires radieux, des éclats de rire complices et des gestes d'une tendresse infinie. Pas de mise en scène grandiose, juste la grâce pure d'un amour serein, libéré du poids du secret. Ce choix d'exposer leur bonheur était bien plus qu'une simple officialisation. Pour Théo, c'était l'aboutissement d'un long cheminement intime. En affichant ouvertement cette relation, il envoyait un message d'une puissance inouïe à notre société. Il brisait définitivement l'ultime frontière qui entoure la différence physique, celle de la légitimité affective. Il démontrait qu'un corps meurtri par les tragédies de l'existence a le droit absolu d'aimer et d'être aimé. La complétude d'un homme ne se mesure pas au nombre de ses membres, mais à la grandeur de l'espace qu'il est capable d'offrir dans son cœur et à sa capacité à recevoir la tendresse de l'autre. Aujourd'hui, Théo n'hésite plus à parler publiquement de ses projets d'avenir, assumant pleinement ses rêves les plus classiques. Il évoque l'envie profonde de fonder un foyer, de célébrer un grand mariage et, demain, de connaître la joie de la paternité. Et c'est dans cette projection que réside sa victoire la plus magistrale. Loin des défis glacés du lac Titicaca et des records d'audience, sa véritable consécration est là, dans la paix retrouvée. Le triomphe absolu, ce n'est pas de dompter l'impossible sous les applaudissements du monde. Le triomphe absolu, c'est d'avoir eu le courage d'accepter sa propre vulnérabilité et de s'autoriser à être simplement un homme comblé. L'histoire de Théo Curin agit comme un miroir pour chacun d'entre nous. Elle nous oblige à scruter nos propres entraves invisibles, car au fond, combien de fois nous sommes-nous empêchés de vivre pleinement par peur du jugement d'autrui ou par manque d'estime. Je m'adresse à vous qui me regardez aujourd'hui. Avec les années, avec l'expérience accumulée et les tempêtes que vous avez traversées, avez-vous déjà renoncé à une passion, à un projet audacieux ou à un amour sincère, simplement parce qu'une petite voix intérieure vous chuchotait que vous n'étiez pas assez bien ou que ce n'était plus de votre âge? Parfois, les véritables barrières ne sont pas physiques. La pire des limites est celle que nous infligeons à nos rêves par manque de confiance. Avez-vous, au cours de votre parcours,
Trouvez ce courage de baisser la garde et d'accepter d'être aimé tel que vous êtes, avec vos blessures. Je vous invite chaleureusement à partager votre propre expérience dans les commentaires. Vos récits sont précieux et résonnent profondément avec le destin de Théo. Si cette plongée dans la résilience vous a touché, laissez un j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à décrypter ensemble ces destins extraordinaires qui transforment la fêlure en lumière. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau récit.